va la refaire. Bienvenue à vous si vous rejoignez cette vidéo sur YouTube. On va parler de la vente de l'OL qui a été une nouvelle fois repoussée. Deuxième fois que la vente de l'OL est repoussée. La première date de closing, c'était le 30 septembre. La deuxième date de closing, c'était le 21 octobre. C'est une deuxième fois que cette vente est repoussée. On va décrypter ensemble ce que ça veut dire, pourquoi cette vente est repoussée, qu'est-ce que nous raconte ce gros communiqué que l'OL a sorti ce matin à 8h, pourquoi la cotation en bourse est encore suspendue. Voilà, on va faire un grand état des lieux de ces choses-là, un état des lieux global, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est grave si la vente capote, est-ce que la vente va capoter, est-ce que c'est bon ou mauvais signe, et surtout qu'est-ce que ça veut dire pour la suite des événements, c'est-à-dire que la vente capote ou quoi, qu'est-ce que ça nous donne comme élément sur la suite de cette opération-là. Voilà le programme de cette vidéo, puisque vous allez probablement regarder ça sur YouTube, pour ceux qui ne sont pas sur Twitch. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, ça fait jamais de mal. Voilà, on vous dit bonjour dans le chat. L'état des lieux, pour faire un état des lieux complet de cette vente. À la fin de la saison dernière, l'OL est rentré en négociation exclusive avec John Textor. Qu'est-ce que ça voulait dire de base? Ça voulait dire que l'OL avait un peu ses prétendants comme au Bachelor et a décidé, ok, c'est avec toi que je vais me marier ou pas. Ça définit qu'en gros, à partir de ce moment-là, plus personne ne peut aller se mettre dans cette négociation de rachat. Ça ne veut pas dire que le club est vendu, ça veut dire que John Textor s'engage à faire le maximum pour trouver les fonds et racheter le club sur un prix qui a été défini après. Compte tenu de ces négociations exclusives, l'OL a acté une date de closing, c'est-à-dire une date qui est censée être la date où le club est officiellement vendu, où John Textor arrive avec ses mallettes de pognon, les met sur la table et c'est bon, tout le monde est content. C'est normal, en tout cas c'est assez courant que la première date de closing soit repoussée pour X raisons. C'est pas hyper choquant, c'est ce qu'on avait dit dans la première vidéo après la date de closing qui avait été repoussée une première fois. La date de closing a été repoussée une seconde fois. Elle avait été fixée au 21 octobre et ce qu'on nous avait donné comme raison, c'était que tout était bon, il manquait juste peut-être un petit accord et de la paperasse. Normalement, un mois, ça aurait dû suffire à ce que cette opération soit terminée. Ça n'est pas le cas. On va regarder tout de suite le communiqué de l'OL qu'on va décrypter ensemble. Alors attendez, je vais juste désactiver l'alert box pour pas que ça vienne nous déranger et la soundbox aussi. Voilà le communiqué qui a été publié par l'OL ce matin à 8h. Je vous rappelle que l'OL est coté en bourse. Ils étaient obligés de communiquer puisque la date annoncée de closing, c'était le 21 octobre. Et surtout, l'OL a suspendu sa cotation en bourse mercredi. Ça veut dire qu'on ne peut plus échanger les titres de l'OL sur le marché boursier. Et donc ça, c'est une décision qu'on est obligé d'expliquer. Et surtout, à partir du moment où on met une date butoir d'une vente, on est obligé de communiquer dessus. Donc l'OL n'a pas communiqué vendredi, l'OL a attendu l'ouverture de la bourse ce matin à 8h, vous voyez le 24 octobre, pour expliquer ce qui se passe, grosso modo. Donc on a un petit préambule ici, là. On a un petit préambule qui est dont on se fout un petit peu, hein. Mais grosso modo, ce que ça nous explique, c'est que voilà, on fait un état des lieux. La société Eagle s'est engagée auprès des principaux actionnaires à acquérir 39 millions d'actions OL Group au prix de 3 €, c'est-à-dire largement au-dessus du marché, et des OSRAN. Les OSRAN, on va dire, après, je vais vous développer après ce que c'est que les OSRAN. S'est engagé à souscrire, sous réserve de la réalisation de ces acquisitions, une augmentation de capital de 86 millions. Ça, c'était le deal de base, c'est-à-dire que l'OL est racheté, mais il y a une injection de capital dedans à hauteur de 86 millions, dont une moitié doit être consacrée au mercato. Cette augmentation de capital a été approuvée par l'Assemblée Générale du 29 juillet. À la suite des opérations, Eagle Football devra déposer pour le compte du concern... Bon bref, en gros, ça veut dire Eagle, ils sont OK pour acheter l'OL à 3 € plus action, plus 265 € par OSRAN. Les OSRAN, c'est quoi? Vous savez, sur le marché boursier, vous avez deux types, alors il y en a des milliards, hein, mais vous avez deux gros types d'actifs. C'est les actions, où vous rentrez dans le capital et vous êtes rémunéré en dividendes quand il y a de l'argent dans la société, ou des obligations, qui sont une sorte de prêt, où vous achetez, comment dire, vous donnez de l'argent et vous êtes remboursé en intérêt. C'est les deux différents types de trucs qui fonctionnent sur le marché boursier. Les OSRAN, c'est un type d'obligation particulier qui est une obligation qui est transformable en action. Donc en gros, pour avoir tout le capital de l'OL, il faut racheter toutes les actions et toutes les obligations pour les convertir ensuite en actions. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste racheter les actions qui sont sur le marché, il faut aussi racheter les obligations convertibles en actions qui sont généralement détenues, si je ne dis pas de bêtises, majoritairement par la holding de Wallace. Voilà, ces engagements de Eagle Football ne sont soumis à aucune condition de financement. Ça, c'est important, cette phrase-là, parce que ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut. À partir du moment où il achète, il peut l'acheter de toutes les manières qu'il veut. C'est pas obligé que ce soit ses thunes, il peut emprunter, il peut mettre tout ce qu'il veut. Donc ça, c'est important, cette phrase, aucune condition de financement. C'est pas une nouvelle information, mais on rappelle ça quand même.
Le 30 septembre, Eagle Football a indiqué avoir inclus un accord de principe avec ses principaux partenaires financiers concernant les principaux termes d'un financement pour la réalisation de l'opération. Ça sous-entend que le 30 septembre, la date de première closing, Eagle a dit c'est bon, on a les sous. En parallèle, les discussions avec les prêteurs du groupe Olympique Lyonnais pour la confirmation du maintien de l'ensemble des financements de l'OL Group étaient bien avancées, sous réserve du rassemblement. Bon, bref. En gros, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Cette partie-là, elle est importante. Il y a deux aspects. Il y a ici, John Textor doit avoir le pognon, donc doit avoir l'accord de tous les gens qui lui prêtent du pognon. Et deux, les banques qui détiennent la dette de l'OL, c'est-à-dire il y a des banques qui ont prêté à l'OL, les banques prêteuses à l'OL, ont leur mot à dire. Elles doivent accepter de transférer la dette de tous les actionnaires actuels à John Textor. C'est normal. C'est-à-dire que si jamais il y a un mec qui vous doit 10 balles et que le mec qui vous doit 10 balles vous dit en fait maintenant c'est lui qui te doit 10 balles, vous avez plutôt intérêt, vous avez quand même envie de dire non, c'est toi qui me dois 10 balles. Mais si, je t'assure, il a les 10 balles, il va te les donner, ok, à ce moment-là, c'est lui qui me doit les 10 balles. Donc toutes les banques prêteuses de l'OL doivent accepter de transférer la dette d'une personne à une autre. Pas une personne, c'est plein d'entités, mais vous avez compris l'idée derrière ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que cet accord, il implique un remboursement direct de la dette à hauteur de 50 millions d'euros. Ça, c'est important, parce que ça veut dire que non seulement on rachète le club, mais on rachète la dette aussi, donc on désendette le club. Donc il disait à cette même date, donc on est toujours le 30 septembre, il restait à finaliser la documentation des accords de financement de l'opération ainsi qu'à réaliser cette étape technique. Ça c'est ce qu'on nous avait expliqué lors de la première date de closing, c'est que tout était plus ou moins ok, mais il manquait un peu de paperasse et quelques petits accords. Donc compte tenu de tout ça, compte tenu qu'il manquait certains documents, on a dit ok, c'est pas grave, on repousse au 21 octobre. Nous sommes le 24 octobre. Ça fait 3 jours, et l'OL doit donc communiquer. Le club aurait dû être vendu le 24 octobre. Je suis désolé, je lis pas trop le chat, histoire qu'on fasse ça un peu rapidement, et ensuite on en discutera une fois que j'aurai coupé la vidéo. En ce qui concerne la groupe du groupe Olympique Lyonnais, Eagle Football, les vendeurs et All Group ont travaillé ensemble pour obtenir le consentement des prêteurs, ça c'est important, du groupe Olympique Lyonnais à la transaction, et peuvent maintenant confirmer que tous les prêteurs ont donné leur consentement avec effet au closing. Ça veut dire que je crois qu'il y en a 13 ou 14. Les 13 ou 14 banques qui détiennent la dette de l'OL ont dit ok, on est d'accord pour que, au lieu que ce soit Jean-Michel Aulas et ses potes qui nous doivent de l'argent, ce sera John Textor et ses potes. Ça, c'est très important parce que c'est la condition sine qua non pour que le closing se fasse. Sauf que, pourquoi ça ne se fait pas? Et on arrive dans le paragraphe suivant. En ce qui concerne le financement de la transaction, Eagle Football a informé OL Group que des discussions avancées étaient en cours avec des identifiants d'entités en dette et fonds propres prêts à soutenir la transaction. Ça veut dire, tout simplement, qu'il n'a pas encore le pognon. Néanmoins, ce financement demeure soumis à la finalisation par Eagle Football de la documentation détaillée, aux autorisations habituelles, notamment des autorités footballistiques, et aux procédures de vérification interne aux prêteurs du groupe Olympique Lyonnais. Donc ça veut dire que les discussions sont en cours. Elles ne sont pas finalisées, visiblement, les discussions entre OL Group, entre Eagle Football, et les investisseurs identifiés en dette. Ça veut dire qu'il n'a toujours pas le pognon. Et donc quand il aura le pognon, ça suffit pas. Quand il aura le pognon, il faudra qu'il montre tout ce bordel-là à la finalisation par Eagle Football, de la documentation détaillée aux autorisations habituelles. Ça veut dire qu'il va falloir l'aval de je ne sais pas quelles sont les autorités footballistiques, mais probablement la Ligue et la DNCG, et encore une fois, aux prêteurs du groupe Olympique Lyonnais. Donc on n'est pas rendu, c'est-à-dire que les prêteurs, ils ont dit ok, on veut bien John Textor, mais on veut quand même savoir où il a le pognon. Dans ces conditions, le closing de l'opération n'a pas pu être réalisé le 21 octobre. Bon, ça, c'est le gros contenu du communiqué. Qu'est-ce que ça veut dire ensuite? Pathé, IDG Capital et Allnest. Pathé et IDG sont les deux investisseurs externes. Allnest, c'est ce qui appartient à Jean-Michel Aulas. OL Group, c'est le reste. Et Eagle Football se sont mis d'accord sur la fixation d'une nouvelle date de réalisation d'opération au 17 novembre et les étapes intermédiaires pour la signature de la documentation finale de financement en dette en fonds propres. Et là, attention, là on a une phrase qui est très importante, même s'il ne faut pas la surinterpréter, et je vais vous la mettre vraiment en orange, histoire que vous l'ayez bien. Ces étapes ouvrant droit à résiliation sans préjudice des autres droits au bénéfice de Pathé IDG, si une de ces étapes n'était pas réalisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on nous a donné une nouvelle date, ici, le 17 novembre, mais qu'il y a des étapes intermédiaires. Donc on ne sait pas quelles sont ces étapes intermédiaires pour le moment, mais ça sous-entend qu'il y a plusieurs deadlines qui sont données à John Textor pour avoir le pognon et le faire vérifier aux banques prêteuses. Et si jamais c'est pas le cas, ça ouvre droit à résiliation sans préjudice d'autres droits. Honnêtement, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça sous-entend que dans ce communiqué, on ouvre une toute petite porte, même si c'est probablement pour se prémunir de plein de choses et rassurer un peu les marchés, mais on ouvre la porte à ce que la vente ne se fasse pas. Et ça, c'est très très important parce que c'est la première fois qu'on voit dans les communiqués ce mot résiliation-là.
Ça sous-entend que c'est possible, même si, à mon sens, et de l'avis à peu près général de tout le monde, c'est quand même très, très improbable que la vente ne se fasse pas aujourd'hui, on peut résilier. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est que l'OL a dit « Bon, Johnny, tu nous casses les couilles, t'as jusqu'au 17 novembre. Le 17 novembre, c'est important, c'est la veille de la trêve internationale de Coupe du Monde. Donc je pense que l'OL a clairement envie que cette vente soit actée avant la Coupe du Monde, pour qu'ensuite on puisse attaquer le mercato et la deuxième partie de saison de façon tranquille, pour que voilà, on soit au calme. Le dernier match de l'OL aura lieu le week-end du 18, ce sera contre Brest, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, grosso modo, c'est rendez-vous 17 novembre 2022, mais bouge-toi le fion, Johnny. Donc en fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, maintenant qu'on a déroulé toutes ces choses-là, c'est que les banques prêteuses, la bonne nouvelle, on va dire, pour la vente, c'est que les banques prêteuses ont dit OK pour John Textor. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on nous essaye de nous dire clairement que le mec n'a pas les sous. Enfin, en tout cas, il les a pas complètement tout de suite. Il y a des discussions en cours, mais c'est visiblement pas finalisé en termes de fric. C'est pas finalisé sur le plan tout simplement d'avoir les sous, et c'est pas finalisé sur le plan institutionnel. Donc il faut qu'il trouve les sous s'il les a pas encore trouvés, qu'il les fasse valider par les institutions et qu'il les fasse revalider par les banques prêteuses. C'est contre Nice le dernier match, pardon, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a un mois pour finaliser tout ça. S'il ne le finalise pas le 17 novembre, ça ne veut pas dire que ce sera résilié totalement à ce moment-là. Ça veut dire qu'au 17 novembre, soit on repousse encore une nouvelle fois, soit on résilie. Mais dans les deux cas, c'est la catastrophe Ada, hein, parce que si on repousse encore une nouvelle fois, on va pas pouvoir suspendre la cotation du titre éternellement, et dès que le titre va être remis en bourse, ça va être une catastrophe, parce que tout le monde va paniquer, donc tout le monde va vendre. Personne ne croira que l'OL va être racheté à 3 € par action, parce que le cours, je crois qu'il a été suspendu à 2,30, le cours de l'OL. Vous voyez, ici, ça c'est important, ça. Parce qu'aujourd'hui, le cours de l'OL, je crois qu'il est à 2,40. Donc les gens qui détiennent des actions qui valent aujourd'hui 2,40, ils ont très très envie que John Textor leur rachète à 3 €. Mais si jamais John Textor ne rachète pas leurs actions à 3 €, ils vont se dire, bon bah moi je vends. Le cours il est monté de 1,90 à 2,40, je vends. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Le cours boursier de l'OL va se casser la gueule, et derrière, le mec qui va vouloir racheter, qui ne sera pas John Textor, va racheter beaucoup moins cher, ça paraît logique. Je suis avocat, la clause de résiliation, c'est un important gros moyen de pression sur Textor. Clairement, c'est ce que ça veut dire que cette phrase-là, elle est extrêmement importante, là, celle-là. Ces étapes ouvrant droit à résiliation, ça veut dire, si tu te bouges pas le cul, Johnny, tu vas pas l'acheter ton club et tu vas aller piner ta mère loin du Rhône. Ça, c'est très très important comme phrase. Voilà ce que ça veut dire. Du coup, deux options. L'option numéro 1, en fait, il y a 3 options. Il y a même 3 options. L'option numéro 1, je vais vous les mettre à côté là. L'option numéro 1, mais non, c'est pas assez. Attendez, pourquoi ça marche pas là? Voilà, si, là ça marche. L'option numéro 1, c'est la vente. OL vendu. Voilà. Ça, on est le 17-11. Et l'OL est vendu. Ça, c'est l'option super, ça. On est tous contents. Le 17 novembre, John Textor a trouvé les fonds, tout est validé, l'OL est vendu, et John Textor a vendu le club. La deuxième option, on va les mettre en orange, la deuxième option, c'est repousser encore. Donc ça veut dire que le 17 novembre, il n'y a toujours pas les thunes, il n'y a toujours pas la validation, et on repousse une troisième fois. Et ça commence à sentir vraiment du cul. Et la troisième option, c'est résiliation. Et ça veut dire, le 17 novembre, John Textor a toujours pas les fonds, et là on dit stop. Les banques disent stop, IDG dit stop, Pathé dit stop, Olas dit stop, et là on vend pas. Ces 3 solutions, il n'y en a pas vraiment une seule qui est vraiment positive pour le club. Si c'est vendu, si l'OL est vendu ici, là, bon, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que l'opération s'est faite. Sauf que qu'est-ce que ça veut dire si l'OL est vendue? Ça veut dire qu'elle est vendue à un mec qui a quand même sacrément galéré pour avoir des thunes, et plus on galère pour avoir des thunes, plus on s'endette avec des pourcentages élevés d'intérêt. Donc plus les taux d'intérêt vont être élevés, plus John Textor va devoir trouver du pognon pour se rembourser et pour rembourser ce qu'il aura emprunté, et plus il va se devoir être en mesure de faire du profit à l'OL et de faire sortir de l'argent du club pour aller le mettre dans le remboursement de ses prêts et le remboursement de la dette. Il a dit qu'il ne ferait pas de LBO, l'idée c'est de faire un LBO, enfin après Sabrina saurait vous expliquer mieux que ça, mais en gros le LBO c'est on crée une société, on rachète une société avec cette société qu'on a créée, on fusionne les deux et on profite d'une société pour rembourser les dettes de l'autre. Je vous fais ça très 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 simplement. Les experts en finance sauront vous expliquer bien mieux que moi, mais ici on est là pour faire vous expliquer comme si on avait 5 ans, quoi. Voilà, donc en gros, très schématique, oui, on essaye de rendre ça plus simple. Donc si c'est vendu, ça veut dire que il n'y a pas beaucoup d'argent. Vous voyez ce que je veux dire?
Il n'y a vraiment pas beaucoup d'argent. Donc on va se retrouver dans un Noël qui va probablement être au rabais avec quelqu'un qui n'aura pas la capacité financière de compenser des exercices mauvais. Donc ce ne sera pas Frank McCourt qui va colmater les trous tant que ça ne marche pas. On risque de se retrouver avec une politique relative d'austérité et ça ne va pas changer grand-chose dans l'ambition de l'OL. Si c'est repoussé, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est repoussé, le cours de la bourse, je vais vous mettre ici, cours boursier, va se casser la gueule. Voilà, il va se casser la gueule hyper sévère. Parce que pourquoi? Il va y avoir une panique. Et du coup, la valeur de l'OL va se casser la gueule. Et là, si la valeur de l'OL se casse la gueule, je peux vous dire que Olas, il va prier pour que Textor rachète à 3 euros, parce que le cours va tomber en dessous des 2 euros. Ça semble à peu près logique. Et la résiliation, là, c'est la vraie catastrophe, parce que s'il y a la résiliation, le cours boursier va se casser la gueule. Hop, et la valeur du club. Et en plus, club pas vendu. Donc en gros, si jamais, dans la situation numéro 1, John Textor, il va vraiment pas pouvoir investir beaucoup parce qu'il va devoir rembourser ses prêts qu'il aura chopés au dernier moment, donc à des taux d'intérêt infernaux. Si c'est repoussé, le cours boursier du club va se casser la gueule et on est toujours dans une instabilité qui fait que le prochain mercato, on va pas pouvoir sortir 1 euro, ça va être une catastrophe ADA et on reste dans une espèce de marasme et surtout de gros doutes sur la capacité de Textor à faire de l'OL quelque chose de cohérent. Et s'il y a résiliation, ça veut dire que Textor sort du panorama, ça veut dire que l'OL se met en quête d'un nouvel acheteur, mais le nouvel acheteur va clairement pas acheter les actions OL au prix de 3 euros. C'est-à-dire que si jamais il y a un nouvel acheteur, déjà c'est peut-être pas d'acheteur tout simplement, si jamais il y a un nouvel acheteur, il achètera à 2,50, à 2,40, à 2,30 parce que le cours de la bourse se sera cassé la gueule. Donc surtout, il y a un autre truc que j'ai oublié, si jamais on vend pas le club, IDG et Pathé, qui sont ici, là vous voyez, ils sont cités ici, Pathé et IDG, ils veulent vendre. Ils se sont mis ensemble. Pathé et IDG, à la base, si l'OL est en vente, c'est parce que Pathé et IDG, ils ont dit, nous on veut se casser, donc Jean-Michel, tu fais ce que tu veux, mais nous on veut vendre. Donc Jean-Michel Aulas a dit, non, attendez, vous n'allez pas vendre à n'importe qui vos trucs, on va faire une petite vente et moi je vais tout vendre avec vous. Mais en fait, si jamais Pathé et IDG, si jamais Textor rachète pas le club, et Pathé et IDG, ils peuvent vendre à qui ils veulent, ils peuvent vendre à des mecs hyper toxiques, et Pathé et IDG, si jamais ils vendent à une pintade, ça fout le bordel dans la gestion du club. Donc en fait, il va falloir, si jamais Textor sort de l'équation, tout ce petit monde-là, qui représente l'actionnariat quasi total de l'OL, va devoir se mettre en urgence pour vendre le club en urgence. Et il n'y a rien de pire que de devoir vendre un club en urgence, parce que jamais tu auras l'offre qu'a fait Textor, et surtout jamais tu auras les conditions qu'a donné Textor. Je vous rappelle que Olas a plus ou moins choisi Textor, parce que Textor lui a dit « Moi, je rachète ton club et je te laisse 3 ans à la tête du club ». Et ça, si jamais Textor ne peut pas acheter, je pense pas que Olas trouvera un nouvel acheteur qui achètera à la valeur à laquelle Textor s'est engagé à l'acheter, et 2 qui le laissera en tête. Donc, ça pue du cul. Ça pue gravement du cul. L'OL est dans la sauce, effectivement. La meilleure issue pour le club, c'est celle-là. C'est que l'OL soit vendu le 17 novembre et qu'on oublie un petit peu les petites confusions qui se sont passées, parce que la solution numéro 1 laisse un peu place à l'idée que John Textor est pas si mal que ça. Mais globalement, c'est quand même pas bon signe du tout, cette vente. Je vois beaucoup de mecs qui disent on va finir comme Bordeaux, etc. Non, on finira pas comme Bordeaux parce que c'est des sommes qui sont tellement énormes que Bordeaux, c'est une perte sèche monumentale, hein, Bordeaux. Alors c'est pas monumental pour le fonds qu'il a racheté parce que le fonds gère des milliards, donc ils s'en foutent de perdre 80 millions. Mais l'OL, vous investissez quand même à hauteur de 600, 700, 800 millions dans une entité. Vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi avec. Mais disons que c'est un mauvais signe pour l'ambition sportive de l'OL. Il y a d'autres projets en attente. Ah bah non, il n'y a rien en attente. À partir du moment où tu rentres en négociation exclusive, tu dis aux 2-3 autres qui étaient dans le coin, tu leur dis cassez-vous. C'est fini, vous avez perdu. La vente le 17, c'est surtout un bon pour Olas, mais pour le club, ce qui est bon pour le club, on va repasser en plein écran maintenant qu'on a saccagé un peu ce communiqué. Ce qui est bon pour le club, c'est d'avoir le moins d'instabilité possible. Donc ce qui est bon pour le club, c'est que la vente soit faite le plus tôt possible pour qu'on puisse amorcer un nouveau cycle, qu'on puisse investir tout simplement, parce que je vous rappelle que ce rachat est conditionné à une augmentation de capital de 86 millions. Qu'est-ce que ça veut dire une augmentation de capital? Ça veut dire tout simplement, en termes hyper simples, qu'on va mettre 86 millions dans le club. Donc dans les caisses du club, il va y avoir 86 millions qui vont tomber dedans, qui vont servir à désendetter le club et qui vont normalement servir à renforcer un peu les infrastructures et renforcer le club au mercato. Donc c'est quand même important d'avoir ces 86 millions-là.
Ce sera pas énorme, hein, parce qu'on va pas révolutionner le club avec 80 millions. On n'est plus en 2005, c'est pas 80 millions, on fait plus grand chose sur le marché de transfert. De toute façon, c'est 40 millions. Mais grosso modo, plus la vente du club est repoussée, plus il y a de l'incertitude, plus il y a des doutes, et plus il y a des doutes, plus les actionnaires de l'OL paniquent, plus le cours boursier de l'OL va tomber, plus ce sera difficile, si jamais cette vente ne se fait pas, de vendre le club, parce que voilà, John Textor, il a fait une offre de rachat. Parce qu'aujourd'hui, comment ça marche globalement ? Vous avez un actionnariat flottant. Vous pouvez, vous, moi, en temps normal, pas actuellement, acheter des actions de l'OL. Il y a plein de gens qui ont des actions de l'OL. Du coup, ces actions-là sont cotées en bourse. Vous avez un actionnariat qui est composé de Allnest, donc la boîte de Jean-Michel Aulas, enfin la holding de Jean-Michel Aulas, c'est pas exactement une boîte, IDG, Pathé, quelques actionnaires minoritaires et de l'actionnariat flottant. Vous avez un cours boursier qui navigue comme ça, et pour qu'une offre soit acceptée, généralement, c'est au-dessus du cours boursier, sinon ça n'a aucun intérêt, sinon vous vendez vos actions sur le marché. Donc là, vous avez un cours boursier qui était, je crois, aux alentours de 2,10, 2,20 au moment où John Textor a commencé à rentrer dans le game. John Textor, il a dit, moi je mets 3 € par action. Donc le cours est monté jusqu'à ce que ce soit fait, avec toutes les rumeurs et compagnie. Et aujourd'hui, si vous voulez revendre, je ne sais plus combien il était, 2,80 ? Le cours de OL Group, il était à 2,80 quand il a été suspendu. Donc déjà, il est toujours en dessous de l'offre. Mais ça, c'est normal. Si jamais, là, demain, vous relancez le cours de l'OL, tous les gens qui ont des actions OL vont paniquer. Donc, ils vont vendre. Donc, on va passer de 2,80 à 2,60, 2,50, 2,40, 2,30. Et si jamais Textor se retire, il y aura encore plus de panique. Donc, on va tomber à 2,20, 2,10, 2. Et c'est très improbable qu'il y ait un mec qui sorte du bois et qui dise « Bah, moi, je rachète à 3 € comme l'autre mec qui est parti, là ». Qui a le plus de pression, Aulas ou Textor ? C'est tout le monde est sous pression là. Tout le monde est sous pression. Aulas est sous pression de vendre parce que s'il ne vend pas à Textor, il va avoir IDG et Pathé qui vont lui dire non mais nous on veut notre pognon, vite, on veut notre pognon. Donc il va être obligé de vendre vite. Et Textor il est sous pression parce que si jamais il n'a pas le pognon, il va devoir payer des indemnités, je crois. Mais en vrai, Textor, il achète pas. Hein. C'est pas que c'est pas son problème. Ce sera un gros coup pour lui, pour sa crédibilité. Parce que son projet global, après avoir racheté Botafogo et Crystal Palace, c'est de racheter des clubs de foot en Europe, d'autres clubs, pour faire une grande nébuleuse de clubs. Et s'il s'est planté avec Benfica et qu'il s'est planté avec l'OL, le prochain club qu'il va vouloir racheter, on va lui dire non, mais toi, on veut pas de toi, t'es un escroc. Donc en fait, Textor, il a quand même la pression, parce que dans son projet global de long terme, il a quand même besoin de crédibilité, et il a besoin de l'OL. L'OL est un maillon important du projet qu'il veut mettre en place. Le délai de cette vente, c'est pas anodin, exactement. Nicolas Gon d'ailleurs tellement s'appuie que les mecs sortent avec des boulards et des rendez-moi mon putain de blé. C'est un peu ça. Voilà, donc voilà pour le constat global. La conclusion de tout ça, c'est que c'est quand même mauvais signe pour la suite. Ça veut pas dire que la vente va pas se faire. Moi, je continue de penser que la vente va se faire. Je suis pas certain qu'elle se fasse le 17 novembre, parce que si tu es l'OL, tu as vraiment très envie de t'accrocher à cette offre de vente et les conditions de vente. Si tu es Aulas, t'as vraiment très envie de s'accrocher au mec qui a mis une très grosse offre et qui en plus te permet de garder le contrôle du club pendant 3 ans. Donc je pense que t'as envie d'aller jusqu'au bout des délais possibles pour vendre le club. Sauf qu'en face, on a quelqu'un qui est visiblement pas si riche que ce qu'on disait, c'est ce qu'a dit Romain Molina, l'homme qui valait 3 milliards, on a bien ri. Et donc c'est ça le problème. Le vrai souci, c'est que c'est mauvais signe, que le club soit vendu ou pas, c'est très mauvais signe. Vous avez ces 3 possibilités-là qu'on a explicitées tout à l'heure, qui, dans les 3 cas, n'amorce pas forcément un avenir glorieux pour le club. Le seul truc qui amorce un avenir potentiellement pas dégueulasse, c'est si le club est vendu le 17 novembre. Mais encore faut-il qu'il soit vendu le 17 novembre. Donc rendez-vous le 17 novembre avec les infos qu'on aura d'ici là. C'est fort probable que John Textor recommunique, parce qu'il a communiqué en fin de semaine dernière. Et voilà. Après qu'un investisseur achète le club à 2 € l'action ou 3 € l'action, ça n'impacte pas trop le club, c'est juste que Pathé et IDG vont faire la gueule. Ils vont peut-être pas accepter surtout. Puis surtout, Aulas va pas être content. Et après, si, ça impacte le club, parce que c'est peu probable que si tu achètes à 2 €, tu mettes une augmentation de capital de 86 millions. Faut bien se rendre compte, et après on termine là-dessus pour ce qui est de l'état des lieux YouTube, faut bien se rendre compte que les conditions demandées par Aulas pour la vente du club, elles sont quand même difficiles. C'est-à-dire qu'il veut racheter le club à une certaine somme, ça c'est ok ça. Voilà, il y a une offre, le club il vaut tant, j'achète. Sauf que Aulas, c'est pas juste ça qu'il veut. Aulas, il veut qu'on rachète son club, mais qu'on le laisse au pouvoir, ce qui est déjà extrêmement dur, parce que normalement vous achetez, c'est un peu comme si vous achetez un appart, et que le proprio vous dit non mais vous achetez l'appart, mais j'habite dedans pendant encore 3 ans. Voilà, vous achetez un joujou et vous pouvez pas faire mumuse avec. Donc ça c'est un problème du côté des conditions de la vente. Et il y a aussi une double condition de la vente qui est l'augmentation de capital à 86 millions
et un remboursement anticipé de la dette bancaire de 50 millions. Donc ça veut dire que vous rachetez un joujou, mais vous engagez à désendetter le joujou et à rajouter du pognon en plus. Donc c'est extrêmement dur comme position de rachat. Et c'est à peu près certain que si jamais ça se fait pas avec Textor, on n'aura pas ces conditions-là de mecs qui débarquent, rachètent le club, désendettent le club, mettent du pognon en plus et laissent Olas au contrôle. C'est inespéré cette offre pour Olas. Donc voilà, Jean-Michel Aulas, il voulait un viager inversé, c'est un peu ça. Ineos a racheté Nice beaucoup plus rapidement. Mais parce que Nice, c'est pas la même chose, Nice, c'est pas du tout les mêmes infrastructures. Vous vous rendez pas compte, les gars, vous vous rendez pas compte. L'OL, vous rachetez pas juste un club de foot. Quand vous rachetez Nice, vous rachetez un petit club avec des petites infrastructures. Quand vous rachetez l'OL, vous rachetez un club de foot, une marque, qui est quand même une grosse marque en France. C'est peut-être le 3e plus gros club français en termes de rayonnement international, on va dire, derrière le PSG et l'OM, à peut-être égalité que Monaco, et encore, je pense pas. Vous achetez le stade qui coûte extrêmement cher et qui est un asset monstrueux parce que c'est rentable, un stade, dans l'avenir. Vous achetez tout le patrimoine immobilier autour du stade, et ça, c'est un patrimoine monstrueux. C'est-à-dire, si vous avez envie de construire une barre d'immeuble derrière le stade, vous avez le droit. Enfin, je sais pas si ça marche comme ça, mais bref. En gros, vous construisez ce que vous voulez. Vous rachetez la piscine à vagues, vous rachetez la LDSC Arena, vous rachetez toutes les infrastructures autour, vous rachetez un des meilleurs centres de formation du monde, et vous achetez un effectif qui vaut quand même un paquet de pognon aussi. Et accessoirement, vous êtes sur un mec, John Textor, qui n'a pas les sous. Alors que, comme vous me le dites très bien dans le chat, Jim Ratcliffe, c'est un mec qui pèse des milliards, il arrive, il met des sous, finito, banco, c'est cash qui rachète. Enfin, je sais pas s'il a racheté cash, mais en tout cas, c'est un mec qui vaut tellement de pognon qu'il n'y a pas de doute à se poser là-dessus. Jim Ratcliffe, Ineos, c'est monstrueux, truc voilà, pétrolier et compagnie. T'aurais préféré qu'Ineos se mette dans le projet. Alors, je sais pas si je préfère qu'Ineos se mette dans le projet, parce qu'on voit bien que le projet niçois est catastrophique, mais en tout cas, catastrophique pour le moment. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile d'avoir une opération de rachat de club quand on a un milliardaire qui a des fonds propres monstrueux, parce que les banques, elles voient un mec qui pèse 2 milliards, elles se disent, bon, de toute façon, je m'en fous, je serai remboursé. J'en ai rien à foutre, il va me donner son pognon. Quand vous avez un mec qui n'a pas les sous, genre Gérard Lopez, qui doit emprunter, vous êtes obligé de vérifier que l'emprunt il est safe, que les prêteurs sont safe, que la dette va être safe et que vous allez bien être remboursé un jour. C'est un peu comme acheter un appart, vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose que racheter un appart. Si demain vous voulez racheter un appart, genre vous achetez un appart, je sais pas, à 250 000 euros. Si vous avez 250 000 euros sur votre compte, ce qui n'est même pas le cas, si vous avez 500 000 euros sur votre compte, mais vous allez l'acheter en claquant des doigts. Vous allez voir le notaire, vous dites regardez, j'ai le pognon, c'est bon, finito, pas de souci. L'acheteur, il voit, vous faites un chèque de banque et compagnie, dites que voilà, j'ai 500 000 euros sur mon compte, je vous en donne 250, personne n'est inquiet. On va juste vérifier que votre argent existe bien dans telle banque et puis basta. Mais si vous voulez acheter un appart et que vous n'avez pas l'argent, vous allez aller voir une banque qui va vous dire il faut tant d'apport, puis ensuite la banque elle va vous prêter à un taux qu'il va falloir rembourser, donc ensuite il va falloir vérifier que vous avez bien emprunté dans une banque à tel taux et compagnie, blablabla. Blablabla. On aurait une photo de Geraint Thomas au Ruchoel, effectivement. Donc voilà, en gros, c'est beaucoup plus difficile de racheter un club quand on est sur quelqu'un qui emprunte pour le racheter. C'est logique. Parce que faut vérifier. Et les vérifications, ça prend du temps. Et visiblement, trouver l'argent, ça prend plus de temps que prévu pour John Textor. Donc, suspense. Voilà. Voilà pour le constat vente OL, ça nous aura fait grosso modo 20 minutes. Si vous êtes là sur YouTube, vous allez avoir la vidéo qui va couper incessamment sous peu, donc n'oubliez pas de lâcher un petit pouce et de mettre des commentaires et compagnie, suivre la chaîne, les alertes et compagnie, vous connaissez la chanson, c'est très important, faites-le s'il vous plaît. Voilà, et puis du coup, on se retrouvera sur YouTube pour le débrief de LOSC OL aux alentours de 23h. Voilà, bisous, ciao.